Le réseau des femmes journalistes et l'organisation des femmes photographes de Côte d'Ivoire étaient récemment en activité. À travers une journée de réflexion, elles ont présenté les capacités des femmes de médias à surmonter les stéréotypes. La session impôt du réseau ivoirien des femmes administrateurs a désormais une nouvelle présidente. Son nom, N'Jadon Clémence. Elle a été investie ce jeudi à Abidjan. Au Musée national de civilisation d'Abidjan s'est tenue une cérémonie de distinction. Dénommée pionnière à l'honneur, elle a permis de mettre en lumière les femmes battantes de Côte d'Ivoire. Heureux de vous retrouver sur Business 24 Africa pour faire le point de l'actualité. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a effectué ce jeudi 31 mars 2022 une visite au restaurant fast-food Dabali Express et aller-retour. Cette descente dans ces espaces de restauration rapide 100% à l'ivoirienne vise à encourager l'émergence de nouveaux entrepreneurs nationaux dans l'écosystème touristique. Pierre Tebeu et Ezekiel Seri l'ont suivi pour vous. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a surpris plus d'un ce matin. Le premier fast-food ivoirien, le Dabali Express de Cocody Adjien, a reçu ce jeudi la visite du ministre Siandou Fofana. C'est que le Dabali Express suscite des curiosités en même temps que l'admiration des consommateurs qui se veut le premier fast-food made in Côte d'Ivoire, un espace 100% local. Une originalité qui a séduit le ministre Siandou Fofana, surtout la créativité de ces jeunes entrepreneurs ivoiriens. Nous sommes venus pour apporter le soutien du gouvernement à l'initiative et à l'entrepreneuriat jeune des Ivoiriens. Et dans le domaine du tourisme, principalement pour ce qui concerne dans le domaine de la restauration express, souvent dénommée fast-food, nous avons pour la première fois des jeunes Ivoiriens qui ont pris l'initiative de créer des fast-food à l'ivoirienne en mettant au cœur de leur dispositif tous nos mets qui étaient en voie de disparition et faire en sorte que les arts culinaires de notre terroir soient mis en valeur et valorisés davantage de par leur initiative. Initiative qui permet d'avoir à répondre à 3 préoccupations majeures. La première, c'est de faire en sorte qu'il y ait la création d'emplois pour les jeunes avec l'entrepreneuriat jeune qui initie des emplois et crée de l'auto-emploi pour une bonne part. Après le Dabali Express, direction l'espace gastronomique aller-retour. Ici au carrefour l'Opéra de Cocody Adjien, aller-retour est une escale incontournable. Son nom est assez explicite pour la qualité des mets, son goût et pourquoi pas son côté envoûtant. Si tu as goûté, tu reviendras toujours, pourrait-on dire de façon triviale. Surtout que le concept ici rappelle l'enfance des populations vivant en Côte d'Ivoire. Des beignets, encore appelés bofloto, du jus et le goûter est gagné. Alors, à leur retour, c'est une multitude de mets. Les beaux flottants que nous avons surnommés les beaux flottos, les jaunes avec les vermicelles, les petits dans lesquels nous tampons du sucre. Aujourd'hui, c'est tout ça, les salés avec du poisson ou de la viande à l'intérieur. C'est tout ça qui aujourd'hui donne naissance à ce que vous voyez là. Alors, notre ambition, c'est de devenir en griffe comme nous appelons. Nous sommes des petits fous, des petits rêveurs. On a l'ambition d'être le McDo d'Afrique. Pour cela, il va falloir asseoir nos acquis pour essayer ensuite de franchiser, de sorte à ce que tout Ivoirien se reconnaisse dans ce que nous faisons. Toutes les personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, qui ont vécu en Côte d'Ivoire, qui ont des souvenirs en Côte d'Ivoire ici, puissent s'approprier ce fait-là pour que la Côte d'Ivoire soit davantage vue à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, le secteur de la restauration a su être résilient face à l'impact négatif de la Covid-19. Il compte profiter du dynamisme de la classe moyenne dans le pays pour continuer à s'étendre dans tout le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Sur ce chapitre, les nationaux ont pris la pleine mesure. Poursuivons cette édition avec une page leadership féminin, le pouvoir de changer. Tel était le thème samedi dernier au Sofitel Hôtel Ivoire lors de la 10e édition de la soirée Ayana Superwoman.
Une soirée comme à l'accoutumée, meublée de panels animés par des femmes aux histoires inspirantes. Objectif, promouvoir le leadership féminin et encourager l'entrepreneuriat. Le compte rendu de Issa Badini et Marius Seri. Chacun d'entre nous un jour a voulu avoir un pouvoir, celui de changer ou de modifier une trajectoire, une donne, une vie. C'est aussi cette envie qui anime la 10e édition de Superwoman by Ayana qui se tient dans cette salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. À la différence, c'est que Ayana, par cette occasion, s'est donné les moyens. Face à ces centaines de femmes venues d'horizons divers, d'autres femmes dont les histoires peuvent donner le pouvoir de changer. C'est d'ailleurs le thème du jour. Des femmes arbitres de football, mécaniciens d'avion, neurochirurgiens, ministres, des femmes d'affaires, des disques jockeys, venues partager leur histoire. Au-delà de tout, c'est croire en nous, croire en nos idées et ne pas penser qu'on n'est pas à la place où on est. Parfois, on souffre du syndrome de l'imposteur, mais il ne faut pas penser qu'on n'est pas à la place où on est. On est là où on doit être et nous sommes celles que nous attendions nous-mêmes. Et je vais vous donner des chiffres puisque je suis une économiste aussi de formation et je dirais de parcours professionnel. On sait aujourd'hui qu'en réduisant de manière significative les inégalités entre les hommes et les femmes, on pourrait ajouter près de 12 000 milliards de dollars à la croissance globale. Si on s'en tient au continent africain, en réduisant cette inégalité, on pourrait faire croître le produit intérieur brut de l'Afrique de près de 12% à l'horizon 2025. Donc ça n'est pas, je dirais, juste un sujet pour amuser la galerie, c'est un sujet, la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a derrière, c'est une question de bon sens économique. Depuis tout petit, on voit des avions voler. Tout ce qu'on connaît, c'est le métier de pilote, le métier d'hôtesse de l'air, mais le métier de mécanicien, on ne le connaît pas. Donc pour moi, c'était l'envie de découvrir, l'envie de savoir ce qui se cache derrière ce métier-là. Et disons que quand je l'ai embrassé, je l'ai aimé, aujourd'hui c'est devenu ma passion. Je pense que la seule difficulté qu'on peut avoir, c'est avec soi-même en fait. Le reste est là, on a les clés, les réponses en poche. Une somme de panels le temps d'une soirée qui ont tout l'air de masterclass à la grande satisfaction de la promotrice de Superwoman. Déjà, c'était le moment d'ouvrir le débat sur cette capacité des femmes à pouvoir discuter, échanger et surtout se rappeler de leur pouvoir de changer, d'impacter leur communauté. On peut retenir le fait qu'on a pu accompagner une association qui accompagne l'autonomisation des jeunes filles mères et on est très fiers de ça. Ayana, le webzine féminin et la soirée Superwoman, c'est 10 ans d'existence, de partage, d'expérience et de combat pour l'émancipation de la femme. Le bilan, je pense que vous pouvez le constater aujourd'hui. On est encore à Abidjan, on aimerait aller à l'intérieur du pays, c'est l'ambition. Je crois qu'on a un partenaire avec qui on pourra aller déjà pas loin à Bassam, mais on est très fiers de ces 10 années, de cet impact. Vous avez vu la salle, il y a toutes les générations. Et je suis particulièrement touchée par cela parce qu'au début, quand on commençait, on voulait catégoriser cet événement. On voulait que ce soit des femmes business, on voulait que ce soit des femmes dans la mode, on voulait forcément nous catégoriser. Et c'était tout là, l'idée de Superwoman, montrer qu'on a plusieurs casquettes. Lancé en 2011, Ayana est le premier webzine féminin d'Afrique de l'Ouest. Le 9 novembre dernier, les médias et promoteurs de Superwoman a décroché le titre de meilleur webzine de Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais en titre, Queen Empire a organisé une cérémonie de distinction des femmes pionnières de Côte d'Ivoire. Dénommée pionnière à l'honneur, cette cérémonie était l'occasion de rendre hommage aux femmes qui se sont illustrées, mais qui continuent de travailler pour le développement de la nation ivoirienne. Commentaire. Marie Corée, Lorignon Sekaï, pour ne citer que celles-ci lors de la marche des femmes vers Grand Bassam, ont inscrit leur nom sur les lignes historiques de notre pays. Aujourd'hui, à l'instar de ces femmes qui ont porté l'histoire de la Côte d'Ivoire sur la route de Bassam, d'autres se démarquent de par leurs actions nobles pour l'avancée de la vie économique, sociale, environnementale et culturelle. Et pour honorer ces braves femmes dans leur domaine d'activité, le concept de distinction de ces femmes a été initié par Queen Empire, dirigé par Oli Armand. C'est une journée symbolique de célébration en l'honneur de nos braves pionnières, de ces femmes qui ont marqué l'époque des esprits ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi pour nous un devoir de mémoire. C'est vrai que je suis jeune.
c'est parce que justement il y a eu des combats qui ont été menés, c'est parce qu'il y a eu des batailles, des victoires qui ont été gagnées que nous avons aussi la possibilité de nous exprimer aujourd'hui. Alors il est important de faire une rétrospection, mettre la lumière sur les actions de ces femmes-là, parfois qui sont dans l'oubli ou dans l'ombre. Une autre journée mémorable de la femme pendant laquelle des figures emblématiques ont été distinguées. Il s'agit entre autres de Madame le ministre gouverneur du district des Lacs, Raymond Koudou Kofi, Madame le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassinaba Touré, représentée par son directeur de cabinet, Madame Boni Daniel Claveri et Akissi Delta. Et il y a des évolutions que nous constatons qui sont les résultats de nos propres combats. Mais moi, je suis très heureuse de voir que cette lutte, qui n'est pas, je veux dire, et je le précise toujours, qui n'est pas une lutte contre les hommes, mais c'est une lutte de l'égalité, de la complémentarité. Et donc, les jeunes générations sont en train de le reprendre. Et là, nous avons vu que le flambeau est bien passé de génération en génération. L'autonomisation économique des femmes est fondamentale pour la réduction de la pauvreté et le développement humain, selon une récente étude. C'est pourquoi Queen Empire ne compte pas s'arrêter à cette première édition de reconnaissance à ces braves femmes ivoiriennes et africaines. Le réseau des femmes journalistes et l'organisation des femmes photographes de Côte d'Ivoire ont organisé à Abidjan une journée de réflexion. À travers des conférences et des panels, elles ont voulu présenter les capacités des femmes des médias à surmonter les stéréotypes et à s'imposer dans leurs différents médias. Le thème choisi pour cette première édition est « Femmes des médias et dans les médias, réalité et perspective ». Reportage. La féminisation des médias, tout support médiatique confondu, est réelle depuis quelques années. Oui, mais cette féminisation ne veut pas dire totalement égalité et parité. Des hiérarchies, des clivages, des stéréotypes perdurent. Mais les femmes journalistes du REF JPC, Réseau des femmes journalistes de Côte d'Ivoire, et l'Organisation des femmes photographes de Côte d'Ivoire, l'OFREPECI, se sont emparées de leur cause. C'est ce qui explique cette rencontre de réflexion des femmes professionnelles de médias. Elles veulent se faire entendre, surmonter les clichés et s'imposer dans leur domaine d'activité. Elles reçoivent les mêmes formations que leurs confrères hommes dans le domaine, mais disparaissent après la formation. Un constat qui tranche avec la réalité des femmes professionnelles des médias. Déjà, créer ce cas de réflexion pour qu'on puisse réfléchir sur le fait que les femmes sont sous-représentées dans les rédactions. Pourquoi les femmes qui s'inscrivent nombreuses dans les filières de journalisme et à la fin, on ne les retrouve pas dans les rédactions? Il y a d'abord ça. Maintenant, dans les contenus médiatiques, on aimerait quand même qu'on parle de la femme sur tous ces aspects. Généralement, vous convenez avec moi, quand on parle de la femme, c'est celle qui a versé de l'eau bouillante sur sa rivale, c'est celle qui a fait, en tout cas, elle meuble les faits divers. Or, les femmes, il n'y a pas que les faits divers. Il y a des femmes entreprenantes, des femmes gestionnaires d'entreprises, des femmes responsables politiques. Pourquoi ces femmes ne sont pas dans les contenus médiatiques? C'est ce que nous voulons améliorer. Une journée nationale de réflexion meublée par des panels, des formations et des conférences avec un contenu bien ciblé. Pour toutes les professions, y compris les médias, et je dirais même davantage les métiers de l'information et de la communication, la formation est indispensable. L'objectif de cette journée, dont la première édition est célébrée ce 31 mars, est de créer un espace pour le renforcement de la contribution des femmes des médias et de porter la lumière sur leur situation. Cette journée bénéficie de l'appui du Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. La session impôt du réseau ivoirien des femmes administrateurs a une nouvelle présidente. Il s'agit de N'Djamon Clémence. Elle a été investie ce jeudi à Abidjan en présence de la présidente nationale du réseau. Nous vous proposons quelques temps forts de cette investiture avec Konena Nourgo et Valentin Kra. C'est fait. N'Djamon Clémence Pen est désormais la présidente section impôts
du REFEMAD, Réseau ivoirien des femmes administrateurs. Élue depuis le 18 octobre 2020, elle a été investie ce jeudi en présence de la présidente nationale du réseau. À la tête d'un bureau de 22 membres, elle ambitionne axer sa mandature sur la formation pour les 3 prochaines années. Les grandes lignes vont d'abord s'articuler autour de la formation, beaucoup de formation, puisque nous recherchons à montrer aux hommes de notre direction que nous sommes des femmes de qualité, des femmes leaders. Et qui dit femme leader, comme l'a dit ma présidente nationale, c'est une femme qui est engagée dans la dynamique de la responsabilité. Nous ne serons pas des femmes qui se victimisent. Nous allons pouvoir aider l'administration fiscale à aller de l'avant grâce à notre engagement. Depuis sa création en juillet 2006, le REFEMAD s'est engagé à créer un espace dynamique de concertation et d'échange entre les femmes en vue de promouvoir une élite de femmes administrateurs pour une administration ivoirienne de qualité, moderne et compétitive. Une aubaine donc pour la Direction générale des impôts de voir leur département intégrer ce réseau. Vous savez que les femmes constituent une frange importante de la population de la DGI. Nous avons près de 2065 femmes. Et sur ces 2065 femmes, il y a 323 femmes administrateurs. Vous voyez un peu la qualité et l'impact de cette population sur le recouvrement des recettes fiscales. Installer un tel réseau au sein de notre administration est quelque chose de positif. Parce que c'est un creuset qui réunit les femmes, c'est un creuset qui réunit les compétences. Et ces compétences-là viennent évidemment au service de notre administration. Je suis heureuse de l'installation de cette section que nous attendions depuis près de 3 ans. Aujourd'hui, la présidente de section est installée. Elle est prête pour le combat. Quand je dis le combat, c'est le combat pour une administration de qualité. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs regroupe toutes les femmes issues du cycle supérieur de l'École nationale d'administration. Les objectifs du réseau sont entre autres impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par les femmes grâce à la promotion de la bonne gouvernance et concourir à l'épanouissement et au bien-être de la femme administrateur. C'est l'heure pour nous de recevoir l'invité de la rédaction. En Côte d'Ivoire, le prix du pain a changé. Il a été décidé en Conseil des ministres le mercredi 30 mars la mise en vente de 2 types de pain sur l'ensemble du territoire national. Une baguette standard à 550 francs CFA pour 174 grammes et une autre baguette améliorée à 200 francs CFA pour 232 grammes. Il faut dire que cette décision rentre dans les mesures de lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Des mesures bien évidemment prises par le gouvernement. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Pulchérie Edith Ballet. Elle est la présidente de l'organisation de la société civile dénommée ACI, Alternative Citoyenne Ivoirienne. Madame la Présidente, merci d'être venue. Je vous en prie. Madame Pulchérie Ballet, avec l'envolée des prix du blé à l'international, certains observateurs pensent qu'il fallait s'attendre à une augmentation du prix du pain. Quel commentaire faites-vous du décret pris en Conseil des ministres le mercredi? Bonjour à tous les téléspectateurs. Ce décret est en réalité une augmentation qui ne dit pas son nom, puisque le poids normal de la baguette de pain était à 193 grammes minimum. Et donc quand on descend à 174 pour le même coût de 150 francs, en réalité, c'est non seulement une augmentation qui ne dit pas son nom, mais c'est confirmer ce que nous, les consommateurs, on avait déjà constaté. On avait déjà constaté la baisse du poids du pain, et donc ce n'est qu'une confirmation. Et ce qui nous dérange, c'est plutôt l'applicabilité de ces mesures-là. Parce que dans notre pays, on a un gros problème. C'est que quand le gouvernement veut prendre une décision concernant un secteur d'activité, il ne consulte pas les acteurs du secteur. Nous avons parlé avec les boulangers après la prise de cette mesure ce matin même.
Il se trouve que effectivement, eux au moins on les a rencontrés, hein. Il y a eu d'autres cas où on n'a pas rencontré les gens du tout, on les a rencontrés, mais c'est un peu comme si on leur imposait ces mesures-là qui pour eux en réalité ne sont pas tenables. Parce que avant 2006, le sac de 50 kilos de farine était à 10 250 francs et le pain était à 125 francs. En 2006, il est passé à 11 250 et le pain est passé à 150 francs. En 2022, le sac de 50 kilos est à 22 000. Non seulement le sac de 50 kilos est à 22 000, donc le double de 2006. On a augmenté le SMIC depuis 2014, donc on paye les employés à 60 000. Le coût du gaz en vrac que les boulangers utilisent est passé de 238 francs à 775 francs. Donc vous voyez qu'ils ont trop de charges. Donc ces coûts-là ne sont pas réalistes pour eux. Alors, le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Patrick Achi, ont pris toute la mesure de la lutte contre la vie chère, en partenariat avec la société civile dont vous faites partie. Une batterie de mesures a été prise pour contenir l'inflation sur nos marchés. Quel est l'état des lieux? Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser rapidement que la société civile que nous sommes n'a pas été associée à toutes ces décisions. Maintenant, l'état des lieux, c'est que toutes les mesures qui ont été prises ne sont pas en réalité appliquées. Nous étions sur les marchés aujourd'hui même et les commerçants continuent à se plaindre. Moi-même, le riz... Quelle est leur plainte? Justement, c'est ce que j'en arrive. Les commerçants qui vendent dans les marchés, évidemment, s'approvisionnent chez les grossistes. Si les coûts n'ont pas changé chez les grossistes, ils ne peuvent pas non plus changer leur prix. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est un commerce qu'ils font. Du coup, on est allé sur les marchés, on a fait une vidéo qu'on va publier ce soir. Les commerçants eux-mêmes se plaignent du coût du lait qui a augmenté, malgré les mesures qui ont été annoncées. Le coût de la tomate concentrée a augmenté. Le coût des pâtes alimentaires ont augmenté. Du coup, vous voyez qu'on parle de plafonnement, mais en réalité, il n'en est rien. Dès que les mesures ont été annoncées, nous, on a relevé deux choses par rapport au plafonnement. On a demandé si le gouvernement allait diminuer les prix avant de les plafonner. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est les prix dont nous nous plaignons là qui ont constitué le plafonnement. Et pour certaines denrées, le plafonnement va au-delà du prix. Moi, le riz que je consomme à la maison... Oui, c'est ce que je voulais dire. Le riz que moi, je consomme à la maison coûtait 13 000. Il est passé à 13 500, 14 000, 15 000 au moment où on a commencé à se plaindre en février. Mais dans le plafonnement, il est placé à 15 400. Ça veut dire qu'on peut encore augmenter jusqu'à 15 400. Donc, en réalité, ce plafonnement-là ne s'applique pas sur le terrain. Et les commerçants s'en plaignent, les consommateurs aussi. Et justement, votre organisation est très connue, très active sur le terrain. En Côte d'Ivoire, comme partout en Afrique, on craint une explosion du Front social. Quelles sont, à cet égard, vos propositions? Ma proposition serait que le gouvernement se mette à l'écoute du peuple, à l'écoute des populations, à l'écoute, surtout par rapport à cette question de la vie chère, il faut se mettre à l'écoute des commerçants et à l'écoute de la société civile qui est effectivement sur le terrain. Hier, on était au séminaire, vous avez vu vous-même le témoignage qui a été rendu par les acteurs qui travaillent dans le secteur du photon. Et très rapidement, pour les téléspectateurs, de quoi il s'agit? Très rapidement, il s'agit d'un décret que le gouvernement a pris le 22 décembre pour décider de plafonner les prix du thon. Et ils ont décidé que quand les amateurs arrivent, le thon soit acheté à 400 francs, les grossistes le vendraient à 600. Vous voulez parler du photon? Du photon. Ce qu'on mange avec notre avec le gaba, là, justement, j'arrive sur le gaba. Et donc, l'amateur le prend à 400 francs, le grossiste doit le vendre au maximum à 600 francs et les détaillants entre 750 et 900 francs. Le problème, c'est que dans les autres pays, notamment au Ghana, le kilo du photon est vendu aux amateurs à 740 francs. Chez nous, ici, on dit 400 francs. Et toutes les charges que le marailleur prend pour conditionner le thon s'élèvent à 258 francs. Est-ce que les amateurs ne font pas économie de vérité? Parce qu'on a vu au Sénégal
que le prix du kilo est à 450 francs CFA. Bon, déjà même, c'est déjà mieux que 400 francs. Mais je parle de la Côte d'Ivoire. Donc, quand le marailleur achète le kilo du thon à 400 francs, qui le conditionne à 258 francs, il a des dépenses totales de 658 francs le kilo. Donc, quand on prend un décret pour dire qu'il doit vendre le kilo à 600, il vend à perte. Et cela va se répercuter sur toute la filière. Et donc, avant-hier, il y a un bateau qui est arrivé avec 700 kilos de thon qui est parti. Parce qu'il ne veut pas acheter à 400 francs. Et donc, on s'expose à une pénurie de thon d'ici la fin de ce mois. Et ça peut mettre le Front social en ébullition parce que justement, le GABA est le produit le plus consommé, en tout cas surtout en milieu urbain. Et donc, c'est vraiment très, très grave. Déjà, les populations se plaignent. Donc, pour revenir à votre question, le gouvernement gagnerait à écouter les acteurs d'un secteur avant de prendre des décisions qui concernent ce secteur. Ça permet d'harmoniser les choses, ça permet de faire des propositions réalistes, donc qui sont applicables, et puis tout le monde y gagne. Mais que le gouvernement prenne des décisions qui vont à l'encontre des commerçants, ça se répercute sur nous, les consommateurs, et puis finalement, personne n'y gagne. Donc, si le gouvernement n'apprend pas à améliorer sa politique de communication, en tout cas, le Front social pourrait effectivement être en ébullition. D'accord, merci. Madame la Présidente, je vous laisse le soin de clôturer cette entrevue avec nous. Un message ou un appel? Oui, l'appel que nous voulons lancer, c'est à l'endroit des populations ivoiriennes. Le problème de la cherté de la vie n'est pas un problème politique. Sur le marché, nous sommes de tous les bords, de toutes les ethnies, de toutes les religions et nous sommes confrontés au même prix. Donc, quand la société civile lance une campagne contre la vie chère, c'est toute la population ivoirienne qui doit soutenir cette campagne parce que c'est nous tous qui y gagnons. Et donc, je voudrais informer le public que le lundi 4 avril prochain, c'est-à-dire lundi prochain, nous allons tenir une conférence de presse pour lancer un mot d'ordre de protestation. Parce que ce n'est pas la première fois que le gouvernement prend ces mesures-là. Déjà en juillet 2021, quand le Premier ministre est allé sur le terrain pour voir ce qui s'y passait, il a pris des mesures, elles ne se sont pas appliquées jusqu'à ce qu'on arrive à cette seconde vague de flambée de prix. Aujourd'hui encore, on prend des mesures qu'on n'applique pas. Et par démagogie, on va sur les chaînes nationales pour dire que tout va bien, alors que sur le terrain, cela ne s'applique pas, donc rien ne change. Nous voulons que les prix soient diminués avant d'être plafonnés. Nous voulons que les acteurs du secteur et la société civile soient écoutés, parce que quand on écrit, on ne répond pas, et ça, ce n'est pas courtois, c'est du mépris. Et donc, le lundi 4, nous allons lancer un mot d'ordre, et nous voulons que les populations soient mobilisées, qu'elles soient à l'écoute et qu'elles soient solidaires. Les populations seront mobilisées, mais tout se passera, bien évidemment, dans la paix. Oui, parce que pacifique. Et société civile et gouvernement vont travailler ensemble. Oui, si le gouvernement le permet. Pour que les prix baissent. Nous ne demandons que ça. Merci à vous, Madame Pulcheri. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passée sur ce plateau. Merci. Rendons-nous à présent à San Pedro, où l'université organisait une conférence qui a vu l'intérêt des étudiants et des autorités de la ville portuaire. Comment faire de la Côte d'Ivoire une puissance maritime par la formation scientifique et l'apprentissage des métiers de la mer. C'est le thème prononcé par le contre-amiral Boniface Conan. Le reportage d'Abel Kouaou est commenté ici par Philippe Zabo. Le très respecté contre-amiral ivoirien Conan Boniface était face aux étudiants de l'UFR des sciences de la mer de l'université de San Pedro. Dans un amphithéâtre de plus de 500 étudiants, Conan Boniface a partagé sa certitude, celle de voir la Côte d'Ivoire devenir une puissance maritime régionale. Comment faire de la Côte d'Ivoire une puissance maritime? Par la formation scientifique et l'apprentissage des métiers de la mer. C'est ce qu'a expliqué le conférencier du jour au regard des enjeux maritimes, ressources halieutiques en hydrocarbures et en gaz, d'où l'importance de formation scientifique et de l'apprentissage au métier de la mer, avec une volonté de réussir le contrôle et la surveillance de l'espace maritime face à l'insécurité grandissante dans le golfe de Guinée. J'ai eu l'autorisation et j'ai été mis en mission par le ministre d'État, ministre de la Défense, pour venir soutenir l'initiative de l'Université de San Pedro dans le cadre du renforcement des capacités de ses étudiants. Il s'agit aujourd'hui de parler dans ce lieu hautement intellectuel de la question que j'appelle d'habitude la trappe de la pauvreté
c'est-à-dire donc la trappe des objectifs de l'État de Côte d'Ivoire. Et heureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas dans cette situation de vide. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une stratégie maritime et a des objectifs bien clairs en ce qui concerne l'économie maritime de la Côte d'Ivoire, la gestion, pour ne pas dire la gouvernance du domaine maritime. Après des heures d'échange, présidents d'universités et étudiants se disent satisfaits. Les étudiants saisissent toute la chance qui leur est offerte pour comprendre le monde universitaire. C'est des échanges d'idées. Le monde universitaire, c'est des échanges d'idées, c'est le partage, c'est la connaissance de l'autre. À travers cette conférence présentée par le contre-amiral Boniface Conan, je retiens que en Côte d'Ivoire, dans le domaine maritime, nous avons vraiment beaucoup à faire et c'est de nous qui revient le travail. L'université de San Pedro a accueilli sa première promotion d'étudiants d'un effectif de 450 en 2021. Cette université est un pôle universitaire thématique avec des formations innovantes dans 4 unités de formation et de recherche, à savoir l'UFR Sciences de la mer, l'UFR Agriculture, Ressources halieutiques et agro-industrielles, l'UFR Logistique, Tourisme, Hôtellerie et Restauration et l'UFR Sciences de la santé. L'université de San Pedro possédera également en son sein une école préparatoire et 2 grandes écoles d'ingénieurs, à savoir l'école de construction navale, l'école de bâtiments et travaux publics. Ousoukro, village situé à 15 km d'Issia, enseignants et élèves de cette localité peuvent pousser un ouf de soulagement. Le collège La Méthode d'Issia a répondu à leur cri de cœur en construisant un nouveau bâtiment, de quoi à réjouir l'ensemble de la communauté estudiantine. Le reportage de Germain Amani est commenté par Ange Assimia. La situation alarmante de l'école primaire Ousoukro, située à 15 km d'Issia, a incité les fondateurs du collège La Méthode Issia à construire un bâtiment afin que les enseignements soient dispensés dans de meilleures conditions. Cet ouvrage a été présenté à la presse. Il vient combler un déficit de salles de classe au sein de l'école fréquentée par 147 élèves. 4 instituteurs dispensaient les cours sous des préaux. Une situation qui les obligeait quelquefois à abandonner les cours en cas de pluie. Pour Afin Kanga, le directeur administratif du collège La Méthode, ce don entre dans la politique sociale de cette structure éducative. Le président local du COGES de Ousoukro et le directeur de l'école primaire ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Ils ont souligné que la réalisation de ce bâtiment facilitera le travail des enseignants et l'apprentissage des enfants. C'est un geste de haute portée sociale qui, ma foi, vraiment a beaucoup impressionné plus d'une population de 7 campements environnants. On a les 3 bâtiments qui se sont écroulés en pleine année. On a demandé aide au collège moderne, au collège Méthode, la Méthode. Ils nous ont aidés. Ils ont construit un bâtiment de 2 classes. Cette visite guidée s'est déroulée en présence des autorités éducatives de la commune d'Issia. Outre ce bâtiment, le collège La Méthode Issia a inauguré récemment une bibliothèque. Les fondateurs de cette école entendent inculquer par ce tac la notion de la lecture dans les habitudes des élèves et ainsi améliorer l'expression orale et le langage des apprenants. La politique littéraire adaptée par cet établissement s'exprime entre autres à travers la sensibilisation, l'instauration des heures de lecture à la bibliothèque, l'organisation des compétitions de lecture et la création des clubs de lecture. La Méthode Issia est un établissement secondaire créé en 2015. Samedi prochain débutera le mois du carême musulman. Le ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, comme de coutume, a fait un don à la communauté musulmane de la capitale politique. Doris Bessé commente le reportage de notre correspondant Charles Kouakou. Le samedi 2 avril prochain marque le début du carême musulman. À cette occasion, comme de coutume, le ministre-gouverneur Augustin Thiam fait les dons. Ce sont au total 10 tonnes de riz, 8 tonnes de sucre et 25 cartons de lait que les fidèles musulmans du district de Yamoussoukro ont bénéficié de sa part. C'est à la grande mosquée de la paix de Yamoussoukro qu'a commencé la remise. Ce geste, basé dans le livre saint,
qui demande de partager est une manière pour lui d'apporter son soutien à la communauté musulmane. C'est un geste que nous pratiquons depuis bientôt 20 ans. Le Ramadan, c'est un mois de partage et de prière. Nous sommes venus partager avec nos frères musulmans, comme chaque année à la même période, participer à leur jeûne de façon symbolique, en leur apportant du sucre, du riz, du lait, pour les aider à affronter le carême et à rompre le jeûne à la fin de la journée. Quant aux fidèles musulmans, ils se disent heureux de recevoir ces dons qui permettront à plusieurs d'entre eux, notamment aux plus démunis, de percevoir quelques vivres afin d'entamer le mois de Ramadan. Je remercie infiniment M. le ministre, comme l'habitude il le fait. Donner avant le mois de Ramadan, c'est vraiment rassurant. Il y a beaucoup de nécessités qui attendent ça. Jusqu'à vendredi, même bien samedi, beaucoup seront satisfaits. Et dès qu'il n'est pas étonné et que chaque année, monsieur le ministre gouverneur, c'est le même acte qu'il pose. Donc il est très content, il est très fier et il remercie. Il a fait beaucoup de bénédictions également aussi pour monsieur le ministre gouverneur et pour le monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire. La délégation s'est rendue dans plusieurs mosquées et quartiers de la ville. À chaque étape, des prières et des bénédictions ont été dites à l'endroit du président de la République, du ministre-gouverneur et l'ensemble du gouvernement, mais aussi des prières pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est tout pour ce journal. Merci de continuer à regarder Business 24 Africa, la télé utile.